Le choc, Ronnie Good, tué à Minneapolis par un agent de l'ICE après avoir déposé ses enfants à l'école au moment où elle s'opposait à une intervention de l'ICE justement dans son quartier, n'est pas seulement un drame de plus dans la guerre menée contre les migrants, il dit quelque chose de la transformation de la police américaine elle-même. L'ICE, c'est une police fédérale de plus en plus militarisée, protégée politiquement, déployée bien au-delà des frontières, au cœur des villes, avec une logique d'intervention et d'impunité assumée. Alors comment une police censée faire appliquer le droit devient-elle un outil politique capable d'agir partout, vite, fort et sans rendre de compte? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Charlotte Rocoquillon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, docteur en géopolitique, spécialiste des États-Unis. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. Ils essaient déjà de présenter ça comme un acte de légitime défense. Ayant vu la vidéo moi-même, je peux directement dire à tout le monde, ce sont des conneries. C'est un agent qui a utilisé son pouvoir de façon irresponsable, ce qui a entraîné la mort de quelqu'un, qui s'est littéralement fait tuer. Il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse dire qui améliorera la situation. Mais j'ai un message au nom de notre communauté, de notre ville. J'ai un message pour l'ICE. Cassez-vous de Minneapolis. La voix de Jacob Frey, maire de Minneapolis. On va revenir sur l'ICE, sur cette police, sur son histoire. Mais avant cela, Charlotte Rocoquillon, ce qui s'est passé à Minneapolis, justement, le 7 janvier dernier, la mort, l'assassinat même de Ronnie Good, est-ce que c'est selon vous un événement charnière dans l'histoire de cette police et au-delà, dans l'histoire peut-être du rapport des États-Unis aux personnes immigrantes dans son espace national? Alors, cet événement, à mon sens, est charnière peut-être pour l'opinion publique et dans le récit qu'on fait de cette politique migratoire. Mais en même temps, il est aussi si marquant parce qu'en fait, il marque aussi les nombreuses continuités qu'il y a et tendances lourdes qu'il y a dans l'application de cette politique et l'application de la force par la police aussi d'une manière plus longue. Dans le même temps, on constate des mobilisations à la suite de cet événement dans de nombreuses villes, notamment démocrates des États-Unis. C'est donc bien qu'il s'est passé quelque chose dans cette mort, dans cet acte-là. Symboliquement, pour commencer, est-ce que le lieu a marqué particulièrement la population? On rappelle que cela s'est passé au moment où Ronnie Good venait chercher ses 3 enfants à l'école. Alors oui, peut-être, mais j'allais dire c'est amusant et je ne veux pas dire ce mot amusant, mais quand quand George Floyd a été tué, on a pensé que parce que ça avait été filmé, parce qu'il avait été étranglé, parce que la manière dont il avait été tué avait quelque chose pour expliquer l'émotion de l'opinion publique. Or, Eric Garner avait été tué de la même façon, filmé aussi à New York en 2014. Ronnie Good qui revenait de l'école, une autre personne a été tuée par ICE à Los Angeles en revenant aussi, un homme qui revenait lui aussi d'avoir déposé ses enfants à l'école et ça n'avait pas soulevé une émotion au-delà de la communauté de Los Angeles ou des gens qui militent pour les migrants. Donc, ce n'est pas seulement les circonstances. En fait, malheureusement, les circonstances, on le voit bien, elles se répètent, elles se multiplient. La mobilisation qu'on observe aujourd'hui à Minneapolis, elle a bien sûr à voir aussi avec l'histoire locale. Je viens de rappeler George Floyd, on pourrait dire Philando Castile. Vous l'avez mentionné, les villes démocrates qui sont particulièrement ciblées et attaquées par l'administration Donald Trump, mais aussi parce qu'il y a une existence de réseaux militants qui préexistent ces incidents et qui font que les gens ont des recours, des idées, des organisations sont déjà souvent mis en place. Et par exemple, ça fait des mois et des mois qu'à Los Angeles, les militants sont organisés, ont des réseaux de réponse rapide, et pas seulement à Los Angeles, ailleurs. D'ailleurs, dans le Minnesota, ils en avaient déjà. Souvent qui étaient nés aussi au moment du Covid. Il y avait déjà des hotlines qui sont nées. Donc, tout ça vient s'appuyer sur des choses qui existent déjà et il me semble que c'est intéressant de le garder en tête pour comprendre que tout ne surgit pas maintenant. Par contre,
pour répondre à votre question, effectivement, peut-être que dans la conscience et dans la prise de conscience collective, peut-être que c'est un moment, un tournant. On ne peut pas s'empêcher de penser par ailleurs que si René Good, son meurtre a suscité un émoi national, c'est aussi parce qu'elle est blanche. En l'occurrence, de nombreuses personnes avant elle, et dans un cadre filmé, ont été harcelées, violentées par cette police, l'ICE. Là, le fait qu'elle soit blanche, est-ce que cela a modifié quelque chose dans la perception collective de l'opinion publique américaine ? Ça vient rendre visible le fait que depuis plusieurs mois déjà, la politique de Trump s'étend bien au-delà des migrants dits sans papier ou supposés être sans papier, bien au-delà des migrants supposés être criminels, bien au-delà des Américains non blancs, puisqu'il y a aussi des personnes, qu'elles aient été naturalisées ou qu'elles soient nées aux États-Unis, mais qui ne sont pas blanches et qui font l'objet de discrimination, de contrôles aux faciès fréquents, etc. Et que de plus en plus, les personnes qui sont des opposants politiques ou étiquetées comme opposants politiques sont elles aussi la cible de l'administration et de cette police. Et ça fait quand même déjà des années que c'est le cas, parce que finalement, tout ça s'inscrit aussi dans le prolongement de la rhétorique anti-wokiste, anti-woke, anti-théorie critique de la race, et où toutes les formes de mobilisation pour la justice raciale ou l'égalité ou contre les discriminations de genre, d'orientation sexuelle, d'identité, toutes ces personnes sont criminalisées et diabolisées. Revenons, Charlotte Recoquillon, sur cette police, sa singularité, son histoire. Quand voit-elle le jour ? Quelques années, quelques mois même après le 11 septembre 2001. Pourquoi et dans quel but ? Donc effectivement, c'est une police c'est un nouveau service qui émerge après les attentats du 11 septembre et une nouvelle doctrine d'antiterrorisme et de sécurité intérieure. Donc c'est vraiment dans l'ADN de cette police. Cela dit, la police des frontières, Border Patrol, qui existe avec ICE, existe depuis 1924 et exerce déjà plus ou moins les mêmes fonctions. Donc la différence, c'est que la Border Patrol est chargée d'arrêter les personnes qui tentent de traverser la frontière de manière illégale, et ICE est chargé de poursuivre, d'identifier et d'arrêter les personnes qui seraient en situation irrégulière partout sur le territoire américain. On va revenir évidemment sur cette notion de frontière qui évolue largement au fil des décennies, notamment à travers les différentes politiques migratoires mises en œuvre. Un mot tout de même sur la façon dont l'ICE recrute. Qui choisit-elle d'intégrer dans ses rangs ? Sur quels critères ? Alors, l'administration de Trump a lancé une grande campagne de recrutement parce que pour pouvoir atteindre leurs objectifs colossaux de déportation donc de 12 millions de personnes des États-Unis, ils ont donc pour objectif de recruter au moins 10 000 agents supplémentaires, c'est-à-dire doubler leurs effectifs. Ces campagnes de recrutement, ils les ont ciblées autour des bases militaires, dans les salons qui vendent des armes à feu, dans les centres sportifs d'entraînement combat, dans les associations de vétérans ou d'anciens ou de forces de l'ordre. Donc, dans des milieux qui, traditionnellement, sont particulièrement familiers et... pour pas dire, amicaux avec la violence, l'idée de la violence, l'idée de la militarisation aussi. Il y a des anciens soldats, des anciens militaires. ICE a même essayé de recruter au sein des forces de police en envoyant des mails à des policiers en fonction, ce qui a un petit peu suscité des réactions parmi la police qui dit c'est contre-productif, on est censé travailler ensemble. Ce qui d'ailleurs en dit long, puisque non, ils ne sont pas censés travailler ensemble, en tout cas pas partout. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont ciblées et recrutées, et de manière à pouvoir les déployer plus rapidement sur le terrain, puisqu'ils ont raccourci les temps de formation à symboliquement 47 jours, comme le chiffre du 47e président des États-Unis, qui est donc Donald Trump.
ils ont supprimé, par exemple, ou raccourci les formations en langue. Il n'est plus nécessaire que les agents apprennent l'espagnol, entre autres. Ils utilisent donc des outils pour des traducteurs instantanés, par exemple. Enfin, voilà. Bon, la formation a été considérablement réduite. Je voudrais quand même dire que c'est pas le seul problème. Des policiers, enfin des agents de ICE mieux formés ne résoudraient pas le problème et ne garantiraient pas un traitement plus humain des migrants. Parlons de leur méthode et de leur méthode déshumanisante, justement, Charlotte Rocoquillon, et l'usage que cette police fait des nouvelles technologies pour repérer, pour traquer les personnes migrantes en situation irrégulière ou soi-disant en situation irrégulière. Donc là encore, on a une escalade de pratiques qui existaient déjà, mais une aggravation, une intensification. Des énormes moyens financiers ont été consacrés au DHS, qui a donc suréquipé sa police avec des outils donc, de surveillance, des lunettes, je ne sais plus, les lunettes méta, là, comment on les appelle, qui peuvent aussi filmer en temps réel ce qui se passe à l'insu des personnes qui sont filmées. Il y a des sortes de radars qui permettent d'identifier des personnes qui sont suspectées d'être en situation irrégulière, avec des indices qui calculent la probabilité de leur situation. Tout cela est rendu possible par des bases de données massives qui sont collectées, notamment par une entreprise dont on entend beaucoup parler maintenant, Palantir. Mais Palantir a bénéficié de centaines de millions de dollars de contrats avec l'administration Trump, mais ça fait plus de 10 ans qu'ils équipent les polices locales dans le reste des États-Unis, et que les groupes qui militent contre les violences policières alertent sur justement l'intensification et l'usage croissant de ce type de technologie. Ce que vous expliquez par ailleurs, c'est que les responsables de l'ICE parlent ouvertement des expulsions comme d'une chaîne à organiser, à optimiser. Il y a pratiquement, si j'ose dire, un rapport industriel à la façon de violenter, traquer, reconduire ces personnes migrantes ou soi-disant irrégulières. Oui, c'est pour le coup une des ruptures, je pense, ou en tout cas un des développements les plus rapides avec l'administration Trump, c'est cette logistique de la déportation. L'essentiel des personnes qui sont détenues par le Department of Homeland Security sont détenues dans des prisons privées. On connaît notamment GEO Group ou CoreCivic, qui sont deux entreprises qui ont fait des bénéfices records et qui s'en réjouissent et qui publient des communiqués de presse très satisfaits et très heureux des perspectives vraiment très, très opportunes qui s'affichent pour eux. L'un de leurs CEO a justement déclaré que leur objectif, c'était de rendre la chaîne la plus rapide possible, telle Amazon. Il a fait la comparaison avec des colis Amazon en parlant des personnes migrantes, sachant que normalement, la détention serait une rétention administrative, mais n'est pas censée être punitive. Donc on est aussi dans un milieu carcéral. Les migrants sont détenus dans des prisons qui sont soit reconvertis ou dont on expulse les criminels pour les remplacer par des migrants, soit dans des prisons qui avaient été fermées parce qu'elles étaient trop vétustes. Enfin bon, il y a des conditions logistiques, de détention qui sont dramatiques. Et effectivement, cette logistique, avec toute une chaîne, notamment de transporteurs. Il y a aussi une compagnie aérienne, par exemple, la Velo Airlines, qui reçoit énormément de contrats publics pour expulser. Et c'est la seule, d'ailleurs, compagnie qui fait aussi voyager des civils. Donc on peut à la fois acheter un billet d'avion pour partir en vacances ou affréter un avion pour déporter des migrants. Donc tout cela est effectivement très juteux comme business pour un certain nombre de compagnies privées
qui d'ailleurs, pour nombre d'entre elles, sont des contributeurs des campagnes de Donald Trump. Ça mérite aussi d'être souligné. Quelques heures après le meurtre de René Good, on y revient, la secrétaire du DHS, Christine Noem, a déclaré que l'agent impliqué dans ce meurtre, l'agent de l'ICE, était en état de légitime défense, avait fait exactement ce qu'il a été entraîné à faire. Fin de citation. Est-ce que cette police, ce service de police, l'ICE aujourd'hui, bénéficie dans les États-Unis de Donald Trump d'une impunité particulière ? Oui, une impunité très préoccupante d'ailleurs, avec les déclarations que vous venez de rappeler. On voit que symboliquement, non seulement le policier Jonathan Ross lui-même est absous, avant même toute poursuite, avant même l'enquête, avant même la collecte des informations du dossier, il est déjà absous par l'administration. Il n'y aura pas de procès dans les prochaines semaines, il n'y aura pas d'enquête administrative, d'enquête judiciaire ? Alors le système judiciaire américain est très complexe et il peut y avoir plusieurs types de poursuites. Donc c'est-à-dire que il semble à peu près clair que le gouvernement, enfin que l'État fédéral ne poursuivra pas le policier et en tout cas, ne mènera pas une enquête digne de confiance. Il n'est pas impossible qu'au niveau de l'État, il y ait quand même des poursuites, notamment au niveau de l'infraction sur les droits civiques de René Good ou de sa compagne, enfin de sa femme. Mais c'est aussi un signal pour les autres agents qu'ils sont protégés, que l'administration les protégera et que les fauves sont lâchés. Un des autres éléments aussi de l'impunité organisée de ces policiers, c'est la suppression dès le mois de mars, très tôt dans l'administration Trump, de services entiers au DHS dédiés à justement la supervision du respect des procédures, du respect des droits civiques et des bureaux de médiateurs qui sont normalement chargés justement de regarder les plaintes des usagers dont on aurait enfreint les droits. Et Trump a soit supprimé les bureaux complètement, soit licencié la majorité du personnel, qui fait qu'en fait, ils sont aujourd'hui quasi inexistants. Pour que l'on mesure bien la proximité organique entre le président américain et cette police, ce service de police, qu'est-ce qui les lie, là encore, du point de vue de l'organisation de l'État ? Et à quel point Donald Trump a-t-il, depuis un an, enclenché un certain nombre de réformes pour augmenter le pouvoir de cette police ? Le pouvoir de cette police, alors qui est donc une police fédérale. Quand on parle de la police aux États-Unis, des violences policières, d'habitude, on parle des polices locales. Donc, il y a 18 000 départements de police aux États-Unis qui sont des juridictions indépendantes les unes des autres et locales. La police fédérale, elle est sous l'autorité de l'État fédéral, chargé d'appliquer la loi fédérale. Or, donc Donald Trump a fait de l'immigration sa priorité numéro 1. Il a fait adopter une loi très rapidement, au mois de mars, je crois, le Riley-Laken Act, qui permet de poursuivre les personnes criminels, même seulement accusés et pas encore condamnés, qui est le prémisse nécessaire à l'arrestation massive des migrants. Et puis, surtout, en juillet, il a fait voter ce qu'on surnomme le One Big Beautiful Bill, une loi qui donne des moyens financiers démesurés à la police, à ICE, à la Border Patrol, qui lui donne aussi des moyens matériels, logistiques. Et puis, politiquement, Christine Noem, qui est nommée par Donald Trump et qui dirige très fidèlement et loyalement cette police. Je reviens à cette idée de frontière, Charlotte Recoquillon, qui est redéfinie aussi par cette police, par l'action de cette police. Vous l'avez dit, il y a une répartition des tâches avec d'un côté un service chargé de vérifier que des personnes migrantes ne traversent pas la frontière états-unienne. De l'autre, l'ICE qui a la charge, au fond, d'intervenir au sein même du pays. Mais comment la notion de frontière est-elle redéfinie par la dualité de ces services de police et par leur action ? On a effectivement une nouvelle géographie qui se dessine. Sous les administrations précédentes, la majorité des déportations qui étaient décidées, ordonnées, étaient faites à la frontière,
par des migrants interceptés très rapidement après leur passage, des personnes qui étaient là depuis peu de temps et qui étaient déportées assez rapidement après leur passage. Aujourd'hui, vu qu'il y a très peu de tentatives de passage, la majorité des arrestations et des déportations concernent des personnes qui sont là depuis très longtemps, enfin depuis longtemps ou très longtemps, et qui sont arrêtés partout sur le territoire. On observe aussi une différence de stratégie entre les États démocrates et les États républicains. Donald Trump, le DHS, a tendance à passer des accords avec les polices locales dans les États républicains, ce qui fait qu'ils arrêtent énormément les personnes qui ont été arrêtées pour d'autres faits et qui sont finalement dénoncées par la police en disant on a arrêté monsieur, madame pour un feu rouge grillé, on s'est aperçu qu'il est en situation irrégulière, venez le chercher, on l'a emprisonné. Dans les États démocrates, les arrestations se produisent sur les lieux de travail, au domicile. Les raids qu'on voit en ce moment à Minneapolis ou qu'on a vu à Los Angeles ou à Chicago sont donc plutôt la stratégie utilisée dans les villes et les États démocrates. Je voudrais vous faire entendre une voix, le shérif Joe Arpaio. Il était interrogé dans le grand reportage d'Olivier Poujade diffusé sur France Culture le 17 janvier dernier. C'est très facile de déporter. Je sais comment faire ça en 2 minutes. Vous missionnez tous les flics pour que chaque policier de la ville ait le pouvoir d'enfermer un clandestin ou de le remettre à l'immigration. Les flics aiment Trump. C'est très simple. Le gouvernement fédéral ne peut vraiment pas faire ça tout seul. Et les autorités locales ont besoin d'aide. Ce qui veut dire qu'elles doivent demander l'aide de leur patron. Pour moi, nous devons d'abord nous occuper de la frontière. Et ensuite, nous irons à l'intérieur du pays pour arrêter les clandestins. À New York ou ailleurs. Il faut revenir aux bonnes habitudes du passé. Je voudrais qu'on dise un mot plus large, Charlotte Rocoquillon, sur la situation de ces personnes qui souvent sont justement à l'interstice entre l'irrégularité et le droit d'être sur le sol américain, à travers le système de protection qui est parfois donné à certaines communautés. Je pense aux Vénézuéliens, pour prendre un exemple qui parlera à nombreuses personnes ici. Comment justement, de ce point de vue-là, le gouvernement fédéral organise de l'incertitude, de l'instabilité pour certaines communautés qui les poussent bien souvent à se rendre elles-mêmes dans l'illégalité? Alors effectivement, le gouvernement organise l'incertitude, mais organise même l'illégalité en fait. C'est-à-dire que là, vous venez de parler des Vénézuéliens. Dans le cas des Vénézuéliens, on peut aussi citer les Cubains, les Haïtiens. L'administration décide de supprimer le statut qui leur accordait une protection, donc par exemple un visa humanitaire ou l'asile. Et donc ces personnes basculent dans l'illégalité, dans la clandestinité, enfin, ou en situation irrégulière. D'ailleurs, quand on parlait des déportations et de la nouvelle géographie des déportations, les personnes sont maintenant détenues de plus en plus à l'intérieur aussi du pays, sont très souvent transférées d'une prison à une autre, éloignées de leur famille, mais aussi du coup de leurs avocats, des réseaux d'aide, des associations. Et il y a des gens, en tout cas c'est ce que les avocats rapportent, qui du coup sont découragés et arrêtent de se battre pour leur dossier quand bien même ils auraient des droits à faire valoir et qui préfèrent s'auto-déporter et quitter le pays parce que ce harcèlement et cette peur sont trop difficiles à supporter. Donc effectivement, tout ça fait partie d'une stratégie tout à fait organisée d'intimidation, de terreur et de violence de la part de l'administration. Qu'est-ce que change en quelques mots? Qu'est-ce qu'a changé l'extension du travel ban à 39 pays annoncée par Donald Trump encore en décembre dernier?
Encore une fois, on observe que la liste de ces pays-là sont des pays à majorité non blanche, des pays majoritairement noirs ou musulmans, et qu'il y a la construction de cette criminalisation, de cette menace qui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire que là où le mythe américain et l'identité américaine étaient au moins partiellement fondée sur une nation d'immigrants, une nation de réussite, une nation où on avait le droit de venir chercher une vie meilleure, entreprendre, etc. On voit qu'il y a un éclatement total de ce mythe et une réservation de cette possibilité-là aux migrants blancs. Alors, européens même de moins en moins, puisque on voit qu'il y a une hostilité de plus en plus grande aussi vis-à-vis de l'Europe et du reste de l'Occident. Mais tout ça est le prolongement de politiques très anciennes. Merci beaucoup Charlotte Rocoquillon. Je rappelle que vous êtes géographe, docteur en géopolitique, spécialiste, on l'a bien entendu, des États-Unis. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon, Léa Racine, ce soir comme chaque soir à la réalisation.